Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute! Déjà le 4e épisode sur le legal design et vous allez le voir avec mes deux invités d'aujourd'hui, Lydia Zunino et Olivier Beaujean, encore plein de choses à découvrir et à apprendre. De nombreux exemples et mises en pratique, vous le verrez dans cet épisode. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 11e épisode du podcast Tout droit tout simple. Alors vous travaillez tous les deux chez Droit Quotidien, Lydia et Olivier, et plus précisément dans la branche Legal Design, qui est une agence de communication juridique. Alors ma première question, ça va être de vous demander de vous présenter, de nous dire un peu comment cette aventure Droit Quotidien Legal Design a débuté. Oui, bonjour Delphine. Moi, je m'appelle Olivier Beaujean. Je suis juriste. J'ai également aussi un master en communication. Je travaille chez Droit Quotidien depuis plus de 10 ans et je suis directeur de, effectivement, l'activité Legal Design depuis 2 ans maintenant. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Lydia peut peut-être se présenter, puis on verra comment notre aventure a commencé, l'aventure commune. Oui, bien sûr. Moi, bonjour Delphine. Moi, je suis Lydia Zunino. J'ai une double formation en droit et en communication. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des services juridiques d'entreprise, dans des secteurs très variés, avec en fil rouge une spécialisée en droit des affaires et en M&A boursier. Et en fait, tu vois, dans ma pratique du droit des affaires et dans ma relation avec mes clients internes, mes fonctions support, tout ce qui est compta, trésor, financement ou direction générale, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence, ce qui m'a permis d'être visible et efficace dans mon métier, c'était la clarté de mes propos et le fait, quand je faisais des recommandations juridiques, de mettre à la portée de mon interlocuteur. C'était attendu, c'était très apprécié. Alors que ma matière de base, le droit boursier, c'était une matière technique, voire aride, et une matière qui n'était pas forcément intuitive. Donc, tu vois, être concise dans ses propos, se mettre à la place de son interlocuteur, c'est des principes du langage clair, des outils de communication qui sont à la portée d'un juriste. Et une fois que j'ai dit ça, le rapprochement avec Droit Quotidien, Legal Design, qui est, comme tu disais, une agence de communication juridique, il a été logique pour moi. Et l'aventure Droit Quotidien, elle a commencé il y a 2 mois, donc c'est tout récent. J'ai rejoint Olivier, ses équipes, pour développer en France l'offre de formation et de réécriture. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, Droit Quotidien, à la base, c'est une société qui est basée en Belgique, je crois. Oui, exact. Et donc là, l'idée, c'est de développer aussi votre activité en France. Oui, tout à fait. Oui, sur le monde francophone, parce que l'aventure, quelque part, du langage clair et du legal design chez Droit Quotidien, elle vient d'il y a un peu plus de 10 ans. Moi, j'ai assisté il y a 10 ans à un colloque au Québec, qui était organisé par Éducalois et qui avait pour thème dire le droit pour être compris. Et là, je me suis retrouvé dans une immense salle. Il y avait plus de 500 participants et c'était tous des Québécois, des Canadiens aussi de langue anglaise qui étaient rassemblés pour justement échanger leur expérience sur la clarté du droit et comment rendre clairs les mécanismes juridiques qui sont parfois très, très complexes. Et puis je me suis retrouvé là, petit belge, il y avait quelques Français, il y avait des magistrats français, et puis c'était un petit peu une révélation en me disant, mais tiens, finalement, nous, chez Droit Quotidien, ce que j'entends là, on le fait, mais on ne l'a pas formalisé. Et donc, quand je suis rentré en Belgique, on partageait le même bureau avec Didier Kettels. Je dis, écoute, Didier, les Canadiens, eux, les Québécois, le langage juridique clair, le legal design, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais voilà, le langage juridique clair, ils en ont vraiment fait quelque chose, une matière sur laquelle ils forment leurs juristes à être de bons communicateurs. En plus d'être un juriste, il faut pouvoir communiquer.
Et puis, ben, chemin faisant, on a développé cette activité en Belgique, d'abord du côté francophone, et puis ben, en Belgique, on a aussi cette spécificité d'avoir 3 langues, le français, le néerlandais et l'allemand, et puis nous avons développé notre activité du côté néerlandophone, et puis ben, évidemment, la France nous tendait les bras, hein, francophile. Bah, voilà, le grand pays que vous êtes ben, nous a appelés. On a envie de se développer aussi là-bas. Ouais. Oui, tu l'as dit, en fait, le monde anglo-saxon a été effectivement précurseur, en tout cas en avance par rapport au monde francophone. Mais vous avez été droit quotidien précurseur en la matière, en tout cas en Belgique, puis maintenant en France, en tout cas dans l'accessibilité au droit grâce au langage juridique clair, ce qui est une tendance quand même assez récente. Quelles ont été vos premières démarches pour vous faire entendre, si je puis dire? Ben, nos premières démarches, en fait, pour nous faire entendre au niveau du langage clair, du legal design, on a observé. Donc, de retour du Québec, je me suis dit, mais ça doit exister. Il doit y avoir des gens comme nous qui sont sensibilisés à cette accessibilité, qui font des choses dans leur coin. Et donc, ben, pendant quelques mois, quelques semaines, on a essayé de regarder via les réseaux sociaux, via Internet, les personnes qui, en Belgique francophone, menaient comme nous des actions d'accessibilité du droit. Et donc, on est tombé finalement sur un public assez nombreux de magistrats, d'avocats, de juristes dans le secteur associatif, mais aussi des juristes qui travaillaient dans le domaine des assurances. Et puis on s'est dit, ben tiens, finalement, tous ces acteurs, ils travaillent dans leur coin, ben ce serait peut-être bien de les rassembler. Et donc on a organisé un premier colloque qu'on avait intitulé de manière un petit peu humoristique Université d'hiver, parce qu'il se déroulait au mois de novembre. C'est qu'on est habitué à organiser des universités d'été, où on débarque en short et en sandales. Là, c'était en hiver, il faisait pas trop moche, mais ce premier événement a rassemblé près d'une centaine de personnes, acteurs, parfois observateurs, mais intéressés du langage clair et du legal design. Et donc, par ces tables rondes, les différents acteurs, quelque part, se sont sentis rassurés. Ils se disent, tiens, je suis pas le seul dans mon coin à essayer de rendre le droit plus accessible, à avoir telle ou telle méthode, à utiliser telle pratique. Et donc, on a beaucoup échangé et on s'est un petit peu renforcé dans nos convictions que c'était la bonne voie, que le public est en demande de cela. Le public, quel qu'il soit, les notaires nous disaient notamment, nous, un acte, il y a 15 ans, ça prenait une demi-heure. Maintenant, un acte de vente, il prend le double du temps parce que les personnes posent des questions, se sont renseignées, ont envie de savoir. Et donc, la position du maître, telle qu'elle pouvait être auparavant, elle vacille parce que les gens ont besoin d'informations et c'est bien logique. On est abreuvé d'informations du matin au soir. Pourquoi est-ce que le droit doit rester une matière opaque, obscure, réservée à quelques spécialistes et leur jargon? Donc, voilà. Oui, il faut pouvoir les digérer, ces informations, et les comprendre, quoi. Donc ça a vraiment été notre première démarche, quoi. Rassembler les gens et ce qu'on essaye d'ailleurs aussi un petit peu de faire, ce que Didier fait avec le Lab Légal en France depuis quelques mois. Voilà. Et vous avez tous les deux, quand vous êtes présentés, dit que vous aviez une double formation droit et communication. Alors, qui est-ce que vous avez réuni pour lancer ce projet droit quotidien, legal design? Parce que j'imagine qu'il faut des gens très pluridisciplinaires. Oui, c'est clair que très vite, on a fait appel à des linguistes par rapport à cette approche de la langue. Nous, on a très vite été centré sur le langage clair. Et donc, on a travaillé avec des linguistes, notamment Anne Verviers, qui en Belgique avait une belle réputation de formatrice, qui avait travaillé avec pas mal d'administrations, qui travaillait aussi avec la Commission européenne. Donc voilà, on a travaillé ensemble, on travaille encore ensemble. Et puis, très vite aussi, on a été attiré par le monde du graphisme. Donc, on a travaillé avec des graphistes. C'est principalement, là, pour l'instant, ceux qui composent notre équipe et les personnes
qu'on a attiré. Maintenant, au sein de l'équipe de droit quotidien, c'est vrai qu'il y avait dans les qualités et les compétences qu'on cherche de nos juristes, c'est cette volonté d'être compris, cette volonté d'être clair, cette volonté de ne pas avoir en face de soi des personnes qui écarquillent les yeux parce qu'on n'est pas compris. Donc ça aussi, c'est aussi avoir une attitude d'humilité quelque part par rapport au savoir dont on est porteur et dont on a envie qu'il soit partagé. Donc voilà, c'était un petit peu cela. Je rebondissais sur cette volonté d'être clair. C'est vrai qu'en France, là, les premières démarches aussi qu'on fait, je dirais, c'est autour de 2 grands publics. Le premier public, c'est les étudiants, parce qu'on mène des actions ponctuelles de sensibilisation au langage clair. Par exemple, on l'a fait très récemment avec l'école doctorale de Bordeaux. Mais tu as aussi des universités, par exemple celle de Cergy ou Saint-Quentin, ou des écoles de commerce qui intègrent le langage clair dans leur formation de manière pérenne. Donc ils sont sensibilisés, je dirais, dans la durée à cette volonté de créer de la clarté dans la communication juridique. Oui, tu veux dire c'est intégré au cursus aussi bien que l'histoire du droit ou maintenant c'est... Oui, ça fait vraiment partie. Bah, tu as des modules, alors c'est variable, hein, ça peut être de 2 à 3 heures, mais ça peut aller jusqu'à 20 heures, qui sont dédiés au langage clair et au langage clair appliqué aux techniques contractuelles, appliqué au droit des affaires, même appliqué au droit boursier. Donc tu vois, on avance, on avance. Alors on est au tout début, mais ça commence, c'est important de le noter. Le retour des étudiants que vous avez, leur réaction face au legal design? Écoute, cette question, elle est vraiment d'actualité parce que lundi, j'assistais à la soutenance comme lecteur d'une étudiante, la soutenance d'un mémoire d'une étudiante qui terminait son master dans une université, l'UC Louvain, ici en Belgique, et qui a rédigé un guide pratique des droits du patient en utilisant complètement la méthode du legal design. Et donc, elle a sondé, elle a sondé les patients. Ouais, c'est pas médecin, sonder les patients. Elle a procédé à un sondage auprès de patients, voir quelles étaient leurs attentes. Elle a prototypé son guide. Elle a après refait un testing. Et donc, elle a vraiment initié cette méthode du legal design dans la rédaction d'un mémoire, ce qui était tout à fait novateur. Et donc, elle a dû se battre avec son promoteur, le professeur Jean-Marc Homans, pour pouvoir imposer cette méthode par rapport à des méthodes académiques très traditionnelles. Et donc, son retour à elle, c'est un grand vent de fraîcheur de se dire, tiens, finalement, moi, dans mon mémoire, j'ai pu mettre en pratique des choses qu'on ne m'apprend pas spécialement. J'ai dû découvrir une nouvelle méthode que j'ai mise en pratique, de choses qu'on ne m'apprend pas spécialement au cours de mon cursus. J'ai géré un projet seul en impliquant toute une série de personnes et en centrant mon travail quelque part sur l'utilisateur, qui est évidemment la finalité même du legal design. Et quelque part, c'est remettre le droit au centre des préoccupations humaines, des préoccupations des personnes auxquelles il va s'adresser, que ce soit un client, un citoyen. Donc voilà, je pense que c'est faire revenir le droit vers sa fonction première. Et ça, c'est vrai que au terme d'ateliers qu'on a dans des universités, on accompagne notamment des étudiants dans des cliniques juridiques. On les forme à l'ULB, à Bruxelles et ici à l'université de Namur, et on leur donne des modules de formation au legal design, au langage clair, pour mieux répondre aux citoyens. Et c'est vrai que le retour, c'est, oui, finalement, si on avait répondu de la même manière qu'on rédige des notes à l'UNIF, on n'aurait pas été compris. Vos conseils nous ont permis d'être bien compris et d'avoir été utile finalement. Oui, parce que c'est vrai, le droit est quand même majoritairement conçu par des juristes pour des juristes. Et pourtant, en pratique, c'est vrai que ça peut être source d'incompréhension et donc d'insécurité juridique pour les non-juristes. Est-ce que vous pourriez donner des exemples justement d'insécurité juridique qu'on aurait pu éviter par le legal design? Juste peut-être un commentaire avant de partager un exemple concret.
Moi, je dirais plutôt que dans la majeure partie des cas, l'utilisateur final du droit, c'est pas un juriste. Et du coup, bah, ça pose la question de qui est cet utilisateur final et ta posture à toi, juriste, quand tu produis un contenu juridique, que ce soit un contrat, un mémo, un mail, une procédure. Et la sécurité juridique que tu évoques, la Delphine, pour moi, au-delà de la maîtrise technique de ta matière, tu la rends possible, tu la matérialises si tu appliques une logique et une démarche utilisateur au moment de ton intervention en qualité de juriste. C'est-à-dire concrètement, avant d'écrire, si tu te poses les questions de bah, qui va mettre, qui va utiliser, qui va mettre en œuvre mon contrat, quel est son niveau de compréhension du droit, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il est indispensable qu'il comprenne et qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Oui, Donc, et c'est justement ça la nouvelle démarche, parce que quand on était en fac, ouais, bon. c'est pas cette démarche-là qu'on nous a appris. Et donc ça, c'est vraiment changer de démarche et de mindset, quoi. Vraiment. Exactement, c'est changer de posture et c'est désapprendre. Mais si tu fais cet effort-là, tu te poses ces questions qui sont relativement, je dirais de bon sens et que tu appliques dans ta rédaction des principes de langage clair, hein, qui sont, on les connaît, mettre en avant immédiatement l'information la plus importante, éviter le jargon, ou si tu as besoin d'utiliser un terme technique, le définir, utiliser le style direct, utiliser des titres signifiants. Si tu fais ça, automatiquement, tu vas réduire ton risque d'interprétation et donc tu vas réduire l'insécurité juridique de ton document. Tu me demandais un exemple concret issu de ma pratique. Par exemple, moi, quand j'étais juriste dans une société, la direction générale avait proposé aux managers clés d'investir des sommes dans la holding de tête. Donc, c'était des tickets d'entrée qui étaient quand même assez importants. Tu vois, on était sur du 50 000, ça montait jusqu'à 400 000 euros. Ouais. Donc, on avait préparé toute la documentation juridique classique, le pacte d'actionnaires, les PV d'assemblée, les tenues d'assemblée, les formalités. Juste après la première vague, il y a plusieurs managers moi, qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont dit bah, que concrètement, en fait, ils n'avaient pas bien compris ce qu'ils avaient signé. Ce qui est quand même assez inquiétant parce que les sommes souscrites étaient importantes et c'était leur fonds propre. Et en fait, ils n'avaient pas tous les éléments en main, ils avaient signé sans trop comprendre. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Ils n'avaient pas compris comment concrètement on souscrivait, parce qu'on partait sur enfin, ils devaient faire un virement sur un compte spécial, indisponible, tout ça. Bon, à la rigueur, ça, c'est une modalité technique, mais surtout, ils n'avaient pas compris comment étaient valorisées leurs actions et leurs conditions de sortie. Et du coup, tu vois, ils étaient presque en stress parce qu'ils disaient, mais du coup, moi, je suis pieds et poings liés à la société. Si demain, j'ai une évolution de carrière, comment je fais? Ben, donc, du coup, pour la seconde vague d'ouverture du capital aux managers clés, qu'est-ce qu'on a fait? On a repensé la structure du pacte d'actionnaires et les 3 informations clés qui étaient super importantes pour nos managers, on les a mis à l'entrée du pacte. Concrètement, on a fait une ligne de temps avec les principales dates clés, date de signature du pacte, date d'assemblée, les souscriptions et les dates de première sortie possible. Ensuite, sur la valorisation des actions, on a explicité la formule de calcul en langage clair, donc des phrases courtes, le style direct, et surtout, on a explicité les termes financiers, tu vois, résultat d'exploitation, chiffre d'affaires, parce que c'était des définitions qui étaient vraiment propres à la société. Et petit plus, on a donné des exemples d'applications personnalisées dans le pacte. En disant, par exemple, si le résultat d'exploitation est de X euros et le chiffre d'affaires de X euros, alors la valorisation de vos 10 000 actions sera de X euros. Tu vois, ça leur permettait de visualiser. Et dernier point, on a mis en avant les clauses de sortie anticipée et les conséquences directes sur la valorisation de leur action. Toujours avec des exemples, des clauses exemples personnalisées. En faisant ça, ces 2 pages, on a répondu en fait à 90% des questions, 90% des angoisses, et on a fluidifié un processus d'onboarding au capital. Et on a gagné énormément de temps, surtout, parce que qui on vient voir pour les questions techniques, pour l'explication, c'est le service juridique. Et ça, c'est du temps de réexpliquer. Donc, quand tu purges toutes ces questions en amont et que surtout tu les inscris dans le document officiel, et tu résous. Et puis, ça va faire après en explication par email, par téléphone, par réunion, oui, tout ça. Voilà, je te dis pas que tu supprimes tout, mais honnêtement, tu fluidifies beaucoup. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Moi, ça rassure aussi, ça rassure beaucoup les souscripteurs.
Eh ben oui, 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 et c'est bien, et c'est normal de les rassurer. C'est enfin, pour moi, c'est notre job. C'est une question de posture, hein. Après, tu l'appliques sur n'importe quel document, que ça soit un email, un contrat, une procédure. Et justement, alors, à titre d'illustration, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple marquant de vos travaux? On a un de nos plus vieux, entre guillemets, clients, partenaires, je vais plutôt parler comme ça, c'est l'Institut de formation judiciaire en Belgique. C'est un petit peu l'équivalent de la haute école, enfin de l'École nationale de magistrature chez vous. Et depuis 7-8 ans, donc c'était très vite après notre fameux colloque à notre université d'hiver, depuis 7-8 ans, on est partenaire avec eux d'un séminaire sur le langage clair. Donc tous les magistrats, les futurs magistrats belges suivent ce séminaire de 3 jours au cours duquel ils vont être formés aux techniques de communication claire. Et donc nous, on intervient durant une journée où on les bombarde de ces tips, de ces conseils, mais on les bombarde aussi, on les fait travailler sur leurs décisions. Donc ils viennent avec des décisions qu'ils viennent de rédiger. Il y a vraiment du coaching individualisé. Et là, il y a vraiment eu, il y a 7-8 ans, une petite équipe de magistrats très, très sensibles à la clarté que doivent avoir les décisions de justice rendues pour le justiciable, et notamment Pierre-André Wustefeld, Jean-Marie Funk, qui notamment ont collaboré en Belgique à la rédaction de 2 manuels, Dire le droit et être compris. Donc il y a vraiment cette volonté de changer les mentalités. Et donc, ça passe par un tas de trucs. Hein. Maintenant, en Belgique, ça fait plus de 10 ans que y a plus de décisions avec des attendus que. Il y a des conseils. Par exemple, il y a des magistrats qui essayent de mettre le dispositif de la décision au début de la décision plutôt qu'à la fin. Il y a vraiment une volonté aussi de beaucoup mieux structurer les décisions, que ce soit beaucoup plus lisible, d'appeler les parties bêtement par leur nom, parce que c'est vrai que parfois le terme technique de la partie intimée, la plante, etc., mais pour le justiciable, c'est difficile de savoir qu'on parle de lui parfois, alors que une personne, Monsieur Durand, Madame Dupont, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui rendent la décision pour le justiciable beaucoup plus lisible et donc beaucoup plus acceptable aussi dans la décision, qu'elle soit positive ou négative pour lui. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on, depuis 7-8 ans, il y a deux sessions de formation par an pour ces magistrats et on les accompagne via l'Institut de formation judiciaire. Quelle a été la démarche du coup pour vraiment parvenir au résultat avec les magistrats? Est-ce qu'il a fallu les former complètement au legal design et au legal thinking ou juste des ateliers et de la pratique finalement ont été nécessaires? Écoute, malheureusement, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore au design thinking ou au legal design. Enfin, pour tous, hein, pour la grande base. Je pense que la première partie de l'atelier, c'est malgré tout vaincre les réticences encore. Vaincre les réticences. Sensibiliser vraiment au sujet. Oui, tout à fait. La posture du magistrat, voilà, on dit oui, mais on va être pris pour qui si on rédige des phrases un peu plus courtes. Il y a un vocabulaire entre 2 mots, choisir le vocabulaire usuel, qui est le plus souvent utilisé par la personne qu'on a en face de soi. Et en cela, je veux dire, les animateurs, les co-animateurs, qui sont aussi des magistrats, mais qui sont des magistrats peut-être avec plus d'expérience, voilà, parviennent aussi à dire, oui, vous savez, voilà, le but, c'est d'être compris, c'est que le message passe, tout en gardant évidemment la rigueur et la précision qu'il se doit, que le justiciable et que l'avocat doit trouver dans vos décisions. Oui. Mais donc, voilà, c'est vraiment, comme tu le disais, là, de la sensibilisation et puis une grosse mise en pratique. Et puis, on se rend compte à la fin de ces ateliers que, oui, ils se dépouillent progressivement des quelques mauvaises pratiques, des pratiques qui nuisent à une communication claire. Et on voit vraiment dans les décisions qu'on peut lire là maintenant en Belgique, il y a vraiment eu en 10 ans un gros travail de clarté et de lisibilité. Donc ça, c'est bien. Progressivement, ça fait ses fruits.
Ouais, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, justement, comme tu dis, d'être clair dans les décisions et de ne pas garder cette syntaxe ou même ce jargon juridique qui n'est pas très compréhensible, effectivement, pour les citoyens qui, du coup, lisent pas finalement les décisions et demandent à leur avocat de leur expliquer. Au final, c'est ça. Exact. C'est vraiment une question intéressante. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment voulu par le corps des magistrats ou même des avocats, ou est-ce que finalement il y a une espèce de réticence aussi à vouloir justement que tout le monde comprenne ces décisions en fait. Moi, je vais dire juste, et puis je laisserai la parole à Lydia, mais en Belgique, depuis il y a 3 ans, il y a eu un projet qui a été rédigé par le ministère de la Justice qui s'appelle le projet EPIS. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Et ce projet EPIS, il met la clarté au centre des préoccupations dans le monde judiciaire. Et il a cette grande vertu de responsabiliser tout le monde, de dire tout le monde, entre guillemets, porte sa part de responsabilité si nous, juristes, magistrats, avocats, professeurs, nous ne sommes pas clairs. Et de se dire, ça doit changer. Et donc, il y a eu, je dirais, le fondement peut-être d'un grand mouvement qui est en train de changer et d'amener la clarté au devant des préoccupations. Mais au moins, il pose ces jalons-là en disant, voilà, et il prône quelques recommandations dont voilà, c'est ce que fait l'Institut de formation judiciaire en sensibilisant et en formant les magistrats. Ouais. Et est-ce que vous pensez que ce projet justement alors sans parler de vraie formation des magistrats, mais en tout cas une grosse sensibilisation des magistrats, est-ce que ça pourrait inspirer la magistrature en France? Est-ce qu'on est prêt à ça? Lydia, peut-être. Écoute, je vais tenter très modestement de répondre à ta question, même s'il faudrait certainement inclure des magistrats dans la réponse. Si on fait un état des lieux de l'existant, on peut constater quand même que le langage clair, il inspire déjà les magistrats. Ils ont conscience que les justiciables souhaitent une plus grande simplicité d'accès, de fonctionnement, plus de réactivité de la part des acteurs du monde du droit. Je pensais notamment à la citation de l'ancien premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, au moment de la présentation du nouveau mode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation en 2019. Oui. Il avait dit quelque chose d'assez frappant. Il avait dit que le justiciable à notre époque n'acceptait plus qu'on lui impose une solution juridique sans qu'il en comprenne les raisons. Qu'il demandait sans cesse explication et justification de la part de la Cour. Et il avait conclu son speech en disant « Sauf à hypothéquer son existence même, la Cour de cassation doit donc s'adapter ». Donc tu vois, c'est quand même très fort comme message. Et ce message-là, il était, il accompagnait la modification des arrêts de la Cour de cassation. Cette modification des arrêts de la Cour de cassation, elle consiste en quoi? C'est vraiment la déclinaison des principes du langage clair. On a abandonné la phrase unique avec « attendu que », comme en Belgique, comme le précisait Olivier. C'est quand même une mini-révolution. Bien, on a été quand même bercés. Moi, je n'ai lu que ça. Voilà, pendant nos études et pendant une grande partie de notre vie professionnelle. Donc, première quand même acte fort, aussi l'utilisation du style direct. Ça, c'est aussi une position importante en 2019 qui a été actée, et aussi la structuration des arrêts en 3 parties bien identifiées et qui doivent être nommées comme telles, avec en 1 les faits et procédures, en 2 l'examen des moyens du pourvoi, et en 3 le dispositif de l'arrêt. Donc tu vois, aussi segmenter, structurer son arrêt, c'est un des principes du langage clair. On a la même démarche côté Conseil d'État, avec la publication d'un vade-mecum, c'était un petit peu plus tôt, je crois que c'était en 2018, sur un vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative. Tu peux regarder l'ingénierie pédagogique de l'ENM. C'est un autre exemple qui est assez révélateur de la prise en compte du langage clair par la magistrature. L'ENM, elle forme des magistrats qui ne sont pas tous juristes de formation. Du coup, les former, ça implique rendre accessibles des contenus juridiques complexes à du futur magistrat et éviter que des futurs magistrats non professionnels soient désemparés face à des professionnels. Le langage clair, ça permet de donner des clés
pour s'approprier les codes du droit et permettre aux magistrats en formation d'être indépendants. Concrètement, par exemple, pour les termes techniques, évidemment, ils sont conservés dans la formation des magistrats, mais ils sont systématiquement accompagnés de leur explication en langage clair. Exemple, syllogisme, on va le garder, mais on va l'expliquer, on va l'accompagner par le fait que c'est le raisonnement juridique. Réalisation des actifs, on va expliquer qu'il s'agit de la vente. Tu vois, il y a quand même un certain nombre d'actes forts du côté des magistrats pour intégrer le langage clair. On n'en est peut-être pas encore au niveau de la Belgique. Je pense qu'on y viendra peut-être, intégrer dans la formation continue des magistrats des séminaires d'application du langage clair. Je pense qu'on y viendra peut-être. En tout cas, nous, on est disposés chez Droit Quotidien à prêter main forte aux magistrats français, s'ils le souhaitent, et à les accompagner dans cette démarche, clairement. Ouais. On voit quand même que les pouvoirs publics sont sensibles à cette démarche. Alors oui, certes, il y a un gros travail de communication et de sensibilisation à faire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez fournir de legal design au service des citoyens? Pour rendre hommage aux gros efforts de fait de la part des services publics, tu vois, dans l'amélioration de la relation usagée, l'expérience utilisateur, et surtout, il y a une vraie démarche qui a été initiée de simplification des démarches administratives quotidiennes des citoyens français. Tu demandais des exemples, j'en vois 2, 3. Par exemple, il y a un an, il y a la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui a lancé le commando UX. En fait, ils ont recruté des designers et des développeurs qui ont screené les 250 démarches les plus utilisées par les Français. Ouais. Ils en ont choisi 10 et ils ont proposé des améliorations concrètes. Exemple, ils ont simplifié le parcours usager d'un demandeur d'emploi pour le renouvellement mensuel de sa situation. Ou ils ont simplifié le parcours usager des agriculteurs pour toutes leurs demandes d'aide ou de subvention. Mais même on le voit sur enfin moi je l'ai vu en tant que citoyenne sur le site même du gouvernement, il y a des démarches administratives qui sont beaucoup plus allégées, beaucoup plus simples à effectuer avec ce système de un, langage clair et 2, de design. Ça, on le voit même sur leur site internet. Exactement, et en fait, c'est la démarche qui a été initiée en début d'année là, par Amélie de Montchalin, qui est donc la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et c'est la démarche Service Public Plus, où en fait, ils ont ouvert à tous les Français, en tout cas, tous les Français ont la possibilité de donner leur avis et de partager leur expérience des services publics, je crois, jusqu'à la fin du mois. À titre d'exemple, ils ont ouvert une plateforme qui s'appelle modernisation.gouv où tu peux signifier ou déposer un document que tu estimes trop complexe, alors que ça soit un formulaire ou un email ou un courrier administratif qui est trop complexe, tu peux leur soumettre. Et sur ce site, tu trouves aussi un certain nombre de recommandations, d'exemples de simplification qui peuvent être apportés à des documents administratifs. Cette initiative, elle est géniale parce qu'on a mis en avant 2-3 fois, oui, la Belgique était, on a été précurseur, etc. Mais cette initiative-là que vient de décrire Lydia, elle est vraiment géniale parce que chez Droit Quotidien en Belgique, on travaille beaucoup avec des administrations publiques. On a travaillé notamment avec l'administration wallonne au cours des 3 dernières années et on aurait souhaité arriver à un résultat tel qu'on l'a découvert il y a quelques semaines sur le web en France pour l'administration française, et franchement que des citoyens envoient des documents, enfin qui est un testeur de lisibilité, etc. C'est quelque chose à laquelle on rêvait et vous l'avez fait, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment super, quoi. Oui, je pense qu'il y a une véritable sensibilisation, et la crise du Covid, a aussi mis en lumière ça. Il faut être très clair. Donc voilà. D'où l'intérêt de prendre ce qu'il y a de bien chez chacun aussi et de visualiser les autres. C'est vraiment intéressant. Ouais. Tout à fait, oui. Et je pensais aussi à un autre élément, tu peux aussi être usager-testeur. Tu peux, si tu le souhaites, en tant que citoyen, faire partie de panels de tests et donner ton avis sur des propositions de simplification et de reformulation. Donc, tu vois, vraiment, on est vraiment dans la logique de design thinking, d'intégrer les citoyens dans leur service public, quoi. Et il y a un autre point qui est important aussi, c'est qu'ils ont vraiment développé toute une méthodologie. Quand je dis ils, je parle de la DITP, c'est la Direction interministérielle de la transformation publique, qui pilote justement ce programme Service Public Plus. Ils ont notamment développé des guides
et un guide de lutte contre la phobie administrative grâce aux sciences comportementales, qui est un petit bijou dans lequel tu trouves énormément d'informations très utiles, hein, de recommandations, pour comprendre en fait les biais comportementaux qu'on a tous, les comprendre et puis les intégrer dans notre communication écrite, hein. Et ça concerne, je dirais, tout le monde, toute personne qui rédige, évidemment, les juristes. Alors, je ne vais pas te faire la liste complète, parce qu'il y a énormément de recommandations. Et puis, je mettrai effectivement le lien vers ce guide dont tu parles. Ouais. Oui, et tu vois, par exemple, un biais qu'on a tous, c'est le biais d'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on est tous plus sensibles à une perte qu'à un gain de valeur. Donc, tu vois, ils disent, vaut mieux indiquer, ne pas compléter cette demande vous fera perdre 100 € d'aide, plutôt que compléter cette demande vous permettra de toucher 100 € d'aide par mois. Un autre biais, c'est le biais d'ancrage. Tout lecteur est sensible aux premières phrases d'information. Donc, du coup, si tu as une information à clé à donner, il faut la donner en premier, parce que c'est celle-là qui va rester dans les têtes. Voilà, plein de petits tips qui te permettent d'avoir une communication efficace. Bien plus clair, oui. Quels sont vos prochains en fait, défis ou clients ou cibles aujourd'hui? On a parlé de la magistrature, mais peut-être qu'il y a d'autres encore défis que vous avez en tête? Nos défis, c'est vrai qu'à la fois sur la Belgique et sur la France, on est très sensible au secteur de la santé de manière générale. On se rend compte qu'il y a pas mal de formalités administratives, de documents juridiques et qui touchent le patient, qui pourraient être améliorés pour que le patient soit plus à l'aise, plus confort par rapport à toutes ces formalités qui le concernent souvent dans des situations justement qui sont pénibles parce que ça concerne sa santé. Et donc c'est vrai que le domaine du care de manière très, très générale est un domaine dans lequel on est en train tout doucement de vouloir travailler en tous les cas. Oui. Et là aussi, il y a un vrai jargon de vocabulaire à... Exact, il y a un match de vocabulaire juridique et de vocabulaire en plus d'une technicité médicale, oui, tout à fait. Oui. Pour une dernière question, est-ce que pour ceux qui veulent un peu se renseigner un petit peu plus en profondeur, où est-ce que vous leur conseillez de se renseigner quels sont les sites vraiment pertinents, intéressants sur ce sujet? Ce fameux guide là sur la phobie administrative, vaincre la phobie administrative par les sciences comportementales, je trouve qu'il mérite d'être lu parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, de conseils éclairés que tu peux vraiment facilement appliquer comme juriste dans ta rédaction. Donc ça, je pense, c'est une première source. Après, moi, j'aurais envie de renvoyer vers le site Enclair, enclair.ca. C'est une agence de communication juridique qui est basée au Québec, qui a été fondée par des avocats, hein, Stéphanie Roy, Geneviève Fortin et Clément Camion, et qui est pionnier dans la communication claire et dans le design d'information. Donc, pour moi, ils sont clairement à suivre. C'est comique parce qu'on boucle la boucle. Hein. On commence au Québec et ça finit au Québec. Voilà, et Stéphanie était à Scoloc. À l'époque, elle travaillait chez Éducalois. Donc voilà, on revient au Québec, effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, je sais pas, aux étudiants, aux jeunes juristes, plus particulièrement qui nous écoutent aujourd'hui? Pour moi, le langage clair, ça fait partie du pack employabilité. Être clair, c'est être efficace dans son travail, en fait, de juriste. Donc, pour moi, tu as tout intérêt, jeune juriste, à maîtriser ces principes de communication claire parce que ça va te servir dans ton quotidien de juriste et dans ton quotidien, je dirais aussi d'entrepreneur, hein, parce que voilà, aussi dans une perspective d'acquisition client, c'est important de pouvoir communiquer clairement. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de rôle de business partner pour un juriste. Et être business partner, c'est aussi maîtriser le langage juridique clair. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission et j'espère que vous avez tous appris énormément avec Lydia et Olivier aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Delphine, merci pour l'invitation, c'est extra, merci. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn.
si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!